Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour ce webinaire. S'il y en a qui peuvent mettre dans le chat juste un petit oui, tout va bien, vous nous entendez bien et vous nous voyez, pour qu'on puisse démarrer et être sûr que tout fonctionne bien. Et que vous m'entendez aussi, d'ailleurs. Bonjour. Ok, cool, merci. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire tech, comment parler humain et savoir s'adresser aux clients et aux commandes des mortels, parce que en tant que, par exemple, développeur, quand on est dans son métier, on ne sait pas toujours s'adresser aux personnes qui ne sont pas à fond dans ce métier et qui ne connaissent pas forcément les termes techniques, etc. Euh, Rapidement, pour un petit rappel, moi c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Chewepic. Chewepic, on est une plateforme de freelance tech et digital, donc on vous permet de trouver des missions qui vous correspondent en termes de compétences, mais aussi en termes de personnalité et de vos envies. Et donc aujourd'hui, on a invité Guillaume pour vous apprendre un peu mieux à comment vous exprimer pour pouvoir peut-être un peu mieux réussir vos entretiens, mieux collaborer quand vous êtes chez le client, etc. Merci à tous et je vais laisser Guillaume se présenter un peu plus en détail. Merci Tiffany. Bonjour à tous. Donc, alors, je vais me présenter, mais dans 2 secondes, parce que, en fait, c'est mon second slide. Juste pour info, j'ai demandé à Tiffany de vous poser un petit sondage. Donc, il y a 2 petits sondages à répondre qui me permettent de savoir qui vous êtes, à qui je m'adresse, et du coup, probablement mieux répondre et mieux orienter mon discours dans cette conf. Du coup, Donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage et de répondre aux 2 petites questions, s'il vous plaît. Ça me permettra de savoir qui vous êtes. Voilà, donc on est parti. Bonjour, je m'appelle Guillaume Fort-Dumont et donc je suis alors pour faire rapide, je suis un vrai geek. Je suis un ingénieur d'Epita. Je suis sorti il y a pas mal de temps maintenant. J'ai travaillé chez différents éditeurs. J'ai fait même de l'avant-vente technique, donc costard, cravate, mallette, et je codais pas. Euh, J'avais besoin de. Moi, voilà, je suis un vrai geek, et donc du coup, 1 an et demi comme ça m'a calmé, et j'ai voulu revenir dans la technique. Donc, je suis allé bosser dans une SS2I, où j'ai pu faire pas mal de choses, voir pas mal de secteurs, et faire pas mal de métiers différents. Ce passage-là en SS2I donc c'est les ESN pour le nouveau dialogue. Euh, Ce passage-là m'a permis de faire beaucoup de finances, donc de voir pas mal de choses là-dedans. C'est pas du tout un secteur qui m'intéresse, mais voilà, je l'ai fait. J'ai appris énormément de choses, donc on va en reparler plus tard. Euh, Par ailleurs, ensuite, j'ai beaucoup bossé dans la finance. Ça ne me plaisait pas. C'est pas du tout mon secteur, comme je vous disais, et donc j'ai ensuite décidé de tout arrêter et de créer une start-up non lucrative qui est une encyclopédie, voilà, collaborative de la musique, juste parce que ça me plaît et que je le pouvais, parce que j'avais accumulé de l'argent en faisant de la finance, justement. Enfin, en bossant dans la finance. Et donc, voilà, comme c'est un non lucratif et que il faut bien manger quand même, je suis revenu au freelancing ensuite. Donc j'ai bossé pour pas mal de startups. J'ai arrêté les grosses boîtes et j'ai bossé pour plein de startups différentes, en faisant le pompier à certains moments et surtout en faisant le conseiller pour des CTO, c'est-à-dire euh, aider des startups ou des créateurs de startups ou alors des CTO de jeunes startups qui savent pas comment faire pour améliorer leur productivité euh, quand ils ont un peu de mal à recruter, ou alors quand justement il faut passer le cap de j'ai réussi à faire mon MVP dans mon coin et maintenant on est devenu sérieux. Il y a un peu plus d'1 an et demi, il y a le CEO de The Hacking Project, qui est un bootcamp assez avancé et un peu débrouillard et inclusif, qui m'a proposé de les rejoindre. Je les connaissais depuis le début, mais là, ils ont enfin pu sortir un peu la tête de l'eau et pu me payer. Et donc, du coup, voilà, je suis devenu le CTO de cette boîte-là, qui est, là, c'est pareil, c'est un sujet que j'adore. Et donc, du coup,
Voilà, je peux enfin travailler dans une boîte à la taille qui m'intéresse, sur un secteur qui m'intéresse vraiment et me faire plaisir. J'ai mis pas mal de temps avant à arriver jusque-là et j'ai fait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément les cœurs de métier qui me plaisent, mais qui m'ont permis de voir plein de choses différentes. Comme vous allez le voir dans les prochains slides, j'écris assez peu, je parle beaucoup et j'ai pas trop de filtres. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais me permettre de demander à Tiffany de faire le tri. Et moi, je vais essayer de regarder si j'arrive à multitasker à ce point-là. Euh, je vais répondre aux questions directement liées au slide sur lequel je suis en live. Et sinon, il y a une phase de questions-réponses à la fin. Donc, vous pourrez shooter tout ce qui vous intéressera à la fin. Voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui rend le truc intéressant. Donc, de quoi on parle? Alors, moi, je suis un vrai geek, comme je vous le disais tout à l'heure. Je m'intéresse à plein de choses, mais ça fait un peu plus de 20 ans que je dev et un peu plus d'années que ça que je m'intéresse à l'informatique. Et du coup, bah, je connais pas mal de choses. Et c'est assez facile de larguer mon entourage quand j'ai envie de parler d'un truc et de faire en sorte que personne me comprenne. Euh, ou alors de faire en sorte que seulement une très petite frange de la population me comprenne. C'est-à-dire, bah, en l'occurrence, vous, si je vous parle de code, enfin, j'imagine que vous êtes une majorité de codeurs, et donc si je vous parle de code, vous allez me comprendre. Mais si si je parle comme je vous parle à vous, mais à ma mère ou à ma grand-mère ou au premier ou à mon boulanger, ils vont rien comprendre. Sauf qu'en fait, bah, ces gens-là, c'est pas vous, c'est les autres qui sont nos clients, qui sont les personnes à qui on va s'adresser, qui vont nous payer pour faire un travail pour eux. Et donc, bah voilà, c'est ça l'objet de cette conf, c'est de se dire comment on fait pour parler avec ces gens-là, qui ce sont et pourquoi est-ce qu'il faut s'adapter et dans quelles conditions. Voilà, je vais principalement orienter mon discours pour parler aux entrepreneurs et aux startups plus ou moins importantes. Du coup, je différencie ça des grosses boîtes parce que la plupart du temps, dans les grosses boîtes, en fait, vous avez un MOA, un MOE qui est là pour faire la traduction. Vous avez quelqu'un qui est payé pour faire cette traduction et donc qui fait ça toute la journée. Et du coup, vous n'avez plus besoin de faire l'effort. Voilà, je trouve ça dommage, mais voilà, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de me retrouver dans des boîtes comme ça. Enfin, c'est très agréable, c'est plus facile, mais je trouve que intellectuellement, c'est dommage. Voilà, quand vous êtes en train de bosser pour une startup, quand vous êtes en train de bosser pour quelqu'un qui a envie de créer sa boîte, mais qu'il est tout seul et qu'il a juste une idée géniale, eh ben, vous n'avez pas le choix. Il n'y a personne pour faire la traduction, si ce n'est lui ou vous. Et donc, du coup, on va parler de ces situations-là. Je me permets d'aller regarder dans les sondages s'il y a des gens qui ont répondu. Et moi, j'ai pas les réponses. Ah si, ok. Donc, vous êtes assez nombreux à être dev ou entrepreneur, cool. Potentiellement les deux. Et pas mal à avoir pas mal d'expérience, donc ok, c'est cool. Bah, on va voir ça. Ok, ça marche. N'hésitez pas à répondre pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Allez dans l'onglet sondage, s'il vous plaît. Voilà, pour continuer sur expliciter le sujet, je vais vous proposer de vous mettre à la place de la personne que vous avez en face. C'est-à-dire que mine de rien, quand vous allez euh, quand vous avez besoin de faire travailler quelqu'un, ben, d'utiliser le travail de quelqu'un plutôt, vous allez bien comprendre ce qui se passe. Moi, en tout cas, je déteste ne pas comprendre. Bon, je suis peut-être spécial, mais j'aime bien tout comprendre en l'occurrence. J'aime pas du tout avoir besoin de la personne et être obligé de la payer et potentiellement de la payer cher, mais de pas comprendre ce que cette personne est censée faire.
J'imagine que vous êtes déjà allé chez le médecin. Pour certains d'entre vous, vous avez fait appel à un avocat ou un juriste ou un designer ou parfois même, dans certains cas, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce que c'est que le DevOps ou enfin le Ops plutôt. Voilà, en fait, il y a plein de sujets différents dans lesquels vous allez potentiellement vous retrouver avec quelqu'un en face qui est capable de parler d'un langage hermétique, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un langage où il peut tout à fait vous parler, vous expliquer ce qu'il est en train de faire avec un vocabulaire qui est complètement étranger. Et donc, du coup, vous allez être là en train de le regarder avec des grands yeux et faire merde, je sais même pas de quoi il me parle. C'est évidemment votre cas aussi, potentiellement, mais bah, c'est contre-productif. Vous allez ressortir, si vous allez, il y a 25% d'entre vous qui sont un peu moins, qui sont entrepreneurs, donc vous allez créer une boîte, vous avez besoin de contrats, vous avez besoin de certaines choses, vous allez voir un avocat, il va vous parler avec un langage. Si vous comprenez pas ce qu'il vous dit, bah, vous allez vous retrouver à sortir de l'entretien et dire bon, en fait, il faut que je fasse mes recherches moi-même. Il faut que j'aille, que je bosse pour comprendre ce que va faire la personne. C'est cool, mais en fait, du coup, c'est-à-dire que vous le payez et que vous faites quand même une partie du boulot. Franchement, j'imagine que c'est pas extrêmement agréable. Dites-vous qu'en plus, vous êtes dans la même situation, enfin, que la personne en face de vous est dans la même situation, mais qu'en plus, bah, il faut payer un dev, et les devs, c'est cher. Et donc, du coup, c'est encore plus frustrant. Voilà, donc, bah, le truc, c'est que, en fait, mine de rien, pour la plupart des gens, vous n'êtes qu'un service. Faut bien être clair, c'est-à-dire que quand vous allez créer le site web de votre boulanger, vous êtes juste là pour rendre un service à votre boulanger. C'est juste un outil. C'est pas du tout une passion pour lui. Moi, j'adore ce que je fais. Il se trouve que je continue à adorer coder 20 ans après. Mais faut être très clair que la plupart des gens pour lesquels j'ai bossé n'aiment pas ça, n'ont pas envie de servir d'ordinateur, n'ont pas envie de savoir comment fonctionne un serveur, ce que c'est qu'un protocole, ou comprendre ce que c'est que les header scores. C'est pas du tout leur intérêt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bah, faire leur boulot de pâtissier, savoir faire les meilleurs pains au chocolat ou n'importe quel autre job dans ce genre-là. Et donc, du coup, vous êtes seulement là pour faire un outil pour ces personnes-là. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que du coup, le moindre effort que vous allez demander à ces personnes-là dans la direction qu'ils veulent pas prendre, bah, c'est forcément encore plus désagréable. C'est comme vous quand vous devez, enfin moi personnellement, si je dois apprendre du droit, j'y arrive pas. C'est pas un truc, c'est pas fait pour moi en fait. Enfin, j'aime pas la façon dont c'est écrit. C'est pas mon truc. Et donc du coup, lire des textes pour essayer de comprendre de quoi on parle et comment ça marche un contrat, c'est pas agréable. Et donc du coup, ça me coûte encore plus. Lire du code, ça me va. Lire un contrat, ça me va pas. Voilà. Donc par ailleurs, faut bien se rendre compte que toutes les personnes avec qui vous allez parler sont des gens qui n'ont pas votre background. Quel que soit l'endroit d'où vous sortez, que vous soyez sorti d'école d'ingénieur ou d'un bootcamp ou même que vous ayez appris dans votre garage, ça change rien. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de connaissances qui font que vous êtes capable de créer une appli web, une appli lourde, un dongle ou un driver en C pour le dernier OS. Le truc, c'est que vous savez ce que c'est qu'une variable, qu'une gestion de mémoire, qu'un algorithme, que tous ces trucs-là. Et donc, vous comprenez comment ça marche derrière. Imaginez que vous êtes en train de rendre ce service, donc de créer cette appli, ce driver ou n'importe quoi, pour votre grand-mère. En imaginant, enfin moi personnellement, ma grand-mère n'était pas capable de se servir d'ordinateur, et donc, mais parfois, elle en avait besoin. Et elle a des réflexes qui me paraissent complètement délirants, mais c'est parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Elle ne comprend pas comment ça fonctionne. J'imagine que ça vous est déjà tous arrivé de voir quelqu'un autour de vous faire une commande, enfin essayer de faire une commande sur un site marchand, et puis de dire bah je veux
rajouter cet item dans mon panier. Sauf que bah, sur le site en question, il n'y a pas la petite animation qui fait qu'on voit qu'il y a un traitement qui se passe. Et donc, du coup, on voit pas qu'il s'est passé quelque chose. Et il n'y a pas le petit 1 en plus qui s'est rajouté sur le panier, sur l'icône du panier. Et du coup, comme il se passe rien apparemment en visuel, eh ben, votre grand-mère va se mettre à cliquer comme une dingue sur le bouton en espérant que ça fasse quelque chose. Et alors, soit il s'est passé quelque chose et du coup, en fait, vous venez de rajouter, enfin, elle vient de rajouter 50 fois le même item dans votre panier d'achat. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une commande gigantesque alors que vous voulez juste en commander un. Soit, en fait, il y a effectivement un petit problème avec le serveur. Pour une raison ou une autre, il met un peu de temps à répondre, la query passe pas ou j'en sais rien. Et dans ces cas-là, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste, enfin, ce que votre grand-mère est en train de faire, c'est juste de surcharger le serveur. C'est-à-dire de poser 50 fois la question. En fait, le serveur, il est en train de répondre à la première. Il est en train d'essayer de traiter la première requête. Et il y a les 50 derrière. Évidemment, ça ralentit encore plus le serveur, qui va mettre encore plus de temps à répondre à la première réponse. Et du coup, bah, c'est une catastrophe et on est en train en fait de flinguer le serveur sans même le savoir. Tout ça, c'est parce qu'en fait, la personne en face n'a aucune idée de comment ça fonctionne derrière. Il faut bien se rendre compte de ça, c'est que bah, globalement, ils savent pas de quoi ils parlent et dans beaucoup de cas, ils ont surtout pas envie de s'en occuper. Ils n'ont pas envie de passer du temps pour ça. Le boulanger dont on parlait tout à l'heure, il vous paye pour faire ce travail-là à votre place, à sa place, et ne pas avoir à s'en occuper. Si vous commencez à lui parler d'informatique, si vous commencez à lui parler de protocole, bah, il va se dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'un protocole? Dans le meilleur des cas, il vous pose la question et vous pouvez lui répondre. Alors c'est cool, vous lui avez enseigné quelque chose. Mais vous allez passer à ce que c'est qu'un serveur, ce que c'est que... bon, moi, je fais du Rails en l'occurrence, donc en ce moment. Donc du coup, bah, ce que c'est qu'un contrôleur, ce que c'est qu'une vue. Et en fait, finalement, petit à petit, comme ça, vous allez lui apprendre votre métier. Euh, c'est cool, le dialogue va plus vite, mais du coup, vous n'êtes pas en train de faire ce boulot-là à sa place. Vous êtes en train de lui demander d'en faire une partie à votre place. Et ça, c'est pas forcément idéal parce que bah, du coup, vous gagnez un tout petit peu de temps, mais lui, il va en perdre. Et donc, bah, vous êtes plus en train de faire intégralement la task qu'il vous a demandé. Et donc, bah, du coup, est-ce qu'il vous payerait pas un peu trop pour faire le boulot, quoi. Voilà, pareil. Ça, c'est si jamais il est sympa et qu'il veut bien apprendre. Parce que évidemment, donc je vous ai dit, soit il vous pose la question, il peut aussi tout à fait ne pas vous poser la question, par humilité ou par j'en sais rien, par humilité, euh, par honte, je veux dire, il va pas vous poser la question en disant bah j'ai pas envie de lui avouer que je ne sais pas ce que c'est qu'un protocole, et donc il va rien dire sur le moment, il va potentiellement même acquiescer. Vous avez l'impression que le message est passé, et donc vous considérez la notion comme acquise. Et lui, ce qu'il fait, c'est que dans le meilleur des cas, il rentre chez lui, il va vérifier ce que c'est qu'un protocole derrière. Évidemment, il y a un nombre de définitions hallucinantes. Savoir ce que vous disiez par là, c'est un autre problème. Et mais il peut aussi tout à fait se dire, ouh là là, il est en train de me parler de trucs que je comprends pas. J'ai rien compris de ce qui s'est passé dans cet entretien. Du coup, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et vous avez perdu un client. Voilà. Donc bon, c'est évidemment pas idéal, quoi. De toute façon, c'est pas idéal. Donc, moi, ce que je propose, c'est en fait de ne pas parler informatique du tout avec votre client. Enfin, essayez en tout cas. Alors, la plupart du temps, normalement, vous êtes censé vous adresser à quelqu'un qui n'y connaît soit rien du tout, soit très très peu. Et donc, du coup, bah, tant qu'à faire, pendant toute la partie du dialogue où vous pouvez, il faut rester hyper simple dans ses explications. C'est-à-dire ne pas, vous n'avez pas besoin de partir dans les détails techniques pour expliquer ce que vous allez faire. Savoir que vous allez différencier, donc pour ceux qui parlent
dev web, ce que c'est que le routing, la business layer et ensuite les vues. Enfin, d'ailleurs, c'est valable aussi pour les applications lourdes. Euh, Votre client n'a pas besoin de le savoir. Ce qui va l'intéresser, c'est de savoir que vous avez une brique qui contient toute la représentation métier. C'est-à-dire comment est-ce que le client réfléchit d'un point de vue métier. Quelle est sa façon de penser quand il fait son métier. Et ensuite, comment vous allez afficher ça pour l'utilisateur sur le site ou dans l'application que vous développez pour elle. Mais à utiliser les mots techniques pour donner ce genre de choses, pour dire ce genre de choses, ne sert à rien pour votre client. Il va juste pas comprendre ce que vous allez dire et vous avez rien apporté de plus. Donc, rester simple et utiliser des métaphores à fond vous permet de transmettre à peu près la même information au iota près, justement, des informations techniques dont seul vous pouvez tirer du bénéfice. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un moment, en fait, je suis obligé de commencer à parler technique parce que on va avoir des bugs, il faut faire des mises en prod, faut expliquer ce qui se passe, etc. Euh, alors, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà, faut être très clair, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire à votre client que vous allez lui épargner le jargon technique parce que ça sert pas à grand chose dans le discours, dans le dialogue que vous allez avoir avec eux. Vous allez lui dire que vous allez lui épargner le dialogue technique quand vous pouvez. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous n'avez juste pas le choix. Il faut bien être capable de dire j'ai eu un problème en production ou alors j'ai un problème sur mon application en locale. Donc, il faut expliquer les différences qu'il y a entre une application locale et l'application en prod. Ça, ouais, vous n'avez pas le choix, il va falloir le dire. Mais vous n'avez pas besoin de partir dans les détails. Vous n'avez pas besoin de dire si c'est une plateforme Heroku ou alors si c'est une Dedibox ou j'en sais rien. Vous pouvez juste dire l'application de production, celle qui tourne et qui est connectée à Internet, fonctionne. Par contre, moi, de mon côté, sur l'application que j'utilise pour faire la prochaine version, et donc qui n'est impactée que par moi, cette version-là, j'ai un problème dessus. C'est beaucoup plus simple et c'est compréhensible par le commun des mortels, entre guillemets. Évidemment, alors moi je vous recommande vivement la transparence totale avec son client. C'est-à-dire, évidemment, le jargon technique, le langage hermétique, ça permet de cacher des choses. Ça permet de noyer le poisson et de pas dire qu'on a un bug, qu'on a un problème, qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose, etc. Quoi. Moi, j'ai un peu tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire être ultra transparent, dire tout de suite la vérité, et donc de dire dès le début, ça, je ne sais pas, je suis pas certain de comment je vais le faire. Et donc, quand je fais mon estimation de charge à un client, je dis ça, je vais vous mettre, ça c'est à peu près une journée, ça c'est une demi-journée, ça c'est quelques minutes, donc tant pis. Ça, je sais pas, je pense que j'en ai pour une semaine, mais je suis pas certain. Et voilà, ça j'en ai pour 2 jours. Et là, en revanche, ça c'est le seul point que vous me donnez où je sais pas comment on fait. Je sais que c'est faisable. Je l'ai déjà vu quelque part, mais je l'ai jamais fait moi-même. Donc il va falloir que je fasse de la recherche, il va falloir que je creuse et que je vous trouve une solution. C'est beaucoup plus facile à comprendre comme discours pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Évidemment, c'est pas rassurant. Dit comme ça, c'est pas forcément rassurant parce que votre client va dire ouh là là, il sait pas ce qu'il fait. Sauf qu'en fait, si vous êtes justement ultra transparent et que vous dites tout ça je sais faire, j'ai vraiment aucun problème, et ça, je sais que ça se fait, ça va se faire, juste je l'ai jamais fait moi-même, c'est complètement différent que de dire je ne sais pas faire, j'ai aucune idée de comment ça va être fait. C'est pas du tout la même façon de parler, et du coup, vous êtes en train d'admettre vos potentielles faiblesses à votre client, à votre potentiel client lui aussi.
Il se trouve que, de mon expérience, dans la majorité des cas, en fait, votre potentiel client, il aime bien que vous soyez humain. Il préfère que vous soyez humain et que vous soyez là en train de lui dire, bah, je sais pas, je suis pas Dieu, je connais pas tout. Par contre, je peux creuser, je peux taffer, je suis là pour travailler pour vous, et donc du coup, je vais passer du temps à travailler et à apprendre pour vous. Ça se comprend plus facilement. Faut pas se leurrer, hein, la plupart des gens en face de vous, c'est des gens qui, eux aussi, les entrepreneurs, c'est des gens qui, eux aussi, ont plein de choses à apprendre et se sont plantés à plein de moments différents. Et à des moments, ils avaient des chantiers juste en face d'eux qu'ils ne savaient pas comment ils allaient attaquer et qu'ils ont attaqué comme ils pouvaient et qui ont fini par les tacler quand même. Donc, ça se fait très bien. L'avantage d'avoir ce genre de dialogue et de discours simple, c'est que du coup, les fluctuations de charges que vous allez potentiellement avoir deviennent beaucoup plus acceptables. Moi, j'ai une tendance à dire que n'importe quelle charge que je donne à un client, j'ai 50% de risque. C'est-à-dire que quand je dis 2 jours, c'est plus ou moins une journée. Quand je dis 1 heure, en fait, c'est plus ou moins une demi-heure. En plus, enfin, c'est plus ou moins une demi-heure de travail à rajouter dessus. Alors, c'est pas hyper agréable, mais je préfère être clair parce qu'en fait, le truc c'est que je ne consomme quasiment jamais mes risques négatifs. Sur tous les trucs où je leur dis ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, le risque il est quasiment tout le temps à zéro. Il m'arrive très très peu de varier sur les estimations de charges que je donne. En revanche, sur les trucs sur lesquels je dis bah j'en sais rien, je dis systématiquement, là, a priori, j'ai un risque à 100%. C'est-à-dire que je peux doubler ma charge sur le sujet en question parce que je sais pas ce que je suis en train de faire. En fait. Et alors, pour les clients que je veux absolument garder, je leur dis, je vous promets de ne pas faire plus que doubler ma charge sur l'estimation que je vous fais. Donc, dans le pire des cas, en fait, ça leur coûte x2 sur la task en question. Ça leur permet d'avoir une idée de est-ce que ça va me coûter hyper cher ou pas. Le truc, c'est qu'en fait, en ayant un discours compréhensible par votre client, bah, il sait est-ce que vous êtes serein ou pas et sur quelle partie vous êtes serein ou pas. Et du coup, vous allez vous retrouver dans des situations où il y a de temps en temps, vous avez des bonnes surprises. J'imagine que ça vous arrive à vous aussi, où vous gagnez un peu de temps, où en fait le risque, vous aviez évalué un truc, vous avez dit, bah, je sais pas comment on va faire, et en fait c'est 1 heure de boulot. Vous aviez mis 1 semaine de travail, c'est 1 heure de boulot. Et dans ces cas-là, bah, vous revenez vers votre client, soyez honnête, soyez transparent aussi, et dites-leur, bah, en fait, j'avais prévu 1 semaine parce que je savais pas ce que je faisais, parce que je savais pas comment j'allais le faire. J'ai mis 1 heure, bah, c'est tant mieux pour vous, ça vous coûte 1 heure et pas 1 semaine de boulot. Et ça, c'est super agréable pour le client à entendre. Je vous conseille, je vous souhaite que ça vous arrive en début de mission. C'est toujours vachement agréable parce que du coup, le client ensuite, il se dit bon, j'ai aussi des bonnes surprises. Donc du coup, si jamais il y a une mauvaise surprise à un moment, c'est pas très très grave. Et donc du coup, le premier moment où vous avez un truc qui pète en prod, ou alors que vous avez fait une erreur, ou alors que bah, justement, au lieu de maintenir vos charges, vous avez fait 1 fois et demie, c'est pas très grave. Il vous en veut moins. Voilà. Par ailleurs, ça vous évite aussi d'avoir la suspicion du client qui est que potentiellement, en fait, vous êtes en train d'utiliser du jargon pour noyer le poisson, non pas parce que vous voulez noyer les estimations de charges, etc., mais aussi potentiellement parce que vous ne savez pas ce que vous faites et que vous voulez pas le dire. Et donc, du coup, en fait, vous êtes en train de séparer les choses en disant, vous allez me transmettre votre connaissance métier et moi, je vais juste faire le taf technique et je fais en sorte que tout ce que vous ayez à faire, c'est vous occuper de votre métier. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable à entendre. Et il se dit, bon, je suis serein parce que j'ai affaire en face à quelqu'un qui est très pro, parce qu'il sait que j'ai pas envie de m'en occuper, et donc il connaît son domaine. Et ça, c'est forcément beaucoup plus agréable à entendre. Ça veut aussi dire que du coup, il faut apprendre le métier. Alors, évidemment, dans certains cas, ça peut être plus ou moins agréable. Moi, j'ai dû apprendre énormément de finance. C'était pas mon secteur de prédilection, mais voilà, il se trouve que ça correspondait à mes impératifs. J'ai toujours bien aimé me creuser la tête
me prendre la tête sur des algos un peu compliqués, et la finance, c'est très très bon pour ça. Eh bien, du coup, j'ai appris de la finance. Alors, je dis ça parce que globalement, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'apprendre le métier de chacun de vos clients. Vous allez arriver chez le boulanger, vous y connaissez rien, vous savez pas ce que c'est enfin, vous savez ce que c'est qu'un four, mais pas un four de boulanger. Vous connaissez pas le range de température auquel cuit le pain, les pains au chocolat, les différentes baguettes, etc. Vous connaissez pas le détail des différentes farines, etc. Mais vous allez apprendre. Et ça vous permet énormément de choses. Alors, déjà, ça permet juste que vous soyez en train de faire votre boulot et pas demander au boulanger de faire votre travail. Et donc, du coup, vous ne lui demandez pas de vous payer alors qu'il est obligé de faire une partie de votre travail quand même. Ça vous permet de continuer à justifier votre salaire exorbitant. Voilà. Par ailleurs, de toute façon, il y a un certain nombre de sujets qui vont revenir en boucle, tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire les gestions utilisateurs, les paiements, les commentaires, les FAQ, la gestion, la RGPD, ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on commence à avoir partout, tout le temps. Et donc, il y a un moment, en fait, vous allez commencer à maîtriser la chose. Et donc, vous n'avez pas besoin de demander à votre client d'apprendre ça. Vous savez très bien faire, donc vous allez le faire à sa place. Et vous aurez accumulé les connaissances de votre client d'avant et de tous vos clients d'avant pour encore mieux répondre à la problématique de votre client actuel. Par ailleurs, ça va vous donner une façon de voir les problèmes sous différents angles, avec différents prismes. Et ça, c'est super efficace pour arriver à trouver de nouvelles solutions à des problèmes qui vous semblent ou qui semblent d'un seul prisme, qui semblent insolvables. Mais en fait, en le regardant complètement différemment, ça devient un problème facile en fait à résoudre. Voilà, ça peut paraître délirant, mais en fait, moi j'ai travaillé donc dans le trading, beaucoup de trading. J'ai travaillé dans l'approvisionnement de l'eau. J'ai fait de la vente de vêtements pour femmes. J'ai évidemment travaillé dans la musique. Et maintenant, je travaille dans l'éducation. Et en fait, à chaque fois, j'ai passé pas mal de temps au début à voir à essayer de comprendre comment marche le client, de quoi il parle, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait. Pas essayer de lui parler d'un serveur, etc., mais vraiment purement de son métier. Et d'utiliser son vocabulaire pour apprendre à parler le même langage que lui. Il y a plusieurs énormes avantages à ça. En dehors du fait que vous pouvez continuer à maintenir vos salaires exorbitants, il y a le fait que du coup, vous devenez de plus en plus bon dans votre domaine. Parce qu'en fait, mine de rien, vendre des posters de chats ou vendre des robes à des femmes, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Et donc, du coup, il faut adapter la connaissance que j'ai de la vente de posters de chats pour la vente de robes pour les femmes, mais par ailleurs, apprendre la différence qu'il y a et affiner notre connaissance pour répondre comme il faut. Parce qu'évidemment, la taille des cadres, l'âge des chats pris en photo, c'est bien gentil, mais en fait, c'est pas ça qui va faire que notre sélection, notre fil de sélection quand on veut faire l'index des items qu'on peut acheter sur le site de robes pour femmes, forcément, ça n'a plus rien à voir. Et donc, du coup, savoir comment je vais faire mon filtre va se baser entièrement sur le métier. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est votre client qui va vous le dire. C'est votre client qui sait comment on vend des robes de femmes. Et donc, c'est votre client qui va vous dire, voilà, c'est de cette façon-là qu'on sélectionne. Et donc, typiquement, les tailles de poitrine, c'est pas la même chose que la taille de hanche et que le tour de taille.
en fait, ces petites choses-là vont vous permettre de mieux répondre à votre clientèle, en fait, à la clientèle de votre client. Et du coup, d'être bien meilleur dans votre réponse à son besoin. L'autre truc, si certains d'entre vous font des tests, écrivent des tests pour leurs applis, je sais que beaucoup de clients n'aiment pas trop ça parce que ça coûte cher, mais ceux qui se sont aperçus que c'était indispensable, ils finissent par bien aimer. Et du coup, là, ça commence à être vraiment sympa parce que, en fait, au moment où vous allez commencer à lui dire, bah, voilà, en fait, pour l'instant, j'ai pas fait le site, j'ai fait juste la business layer, et donc j'ai écrit deux, trois classes qui vous permettent de savoir comment on représente votre site de vente de robes euh, pour le commun des mortels. Et ben, du coup, vous allez vous retrouver à parler métier. C'est-à-dire, vous avez une classe dress, une classe, je vais parler en français, une classe donc robe, une classe top, une classe accessoire, une classe, en fait, finalement, on va avoir une classe couleur parce que vous vous apercevez, en parlant avec votre client, vous apercevez que c'est pas juste une couleur. En fait, c'est des tons et que il y a il y a des associations à faire parce que vous pouvez pas mélanger tel ou tel truc. Vous avez besoin d'une classe sur les matières, sur les tissus, sur les matières, pour pouvoir les associer entre elles et vous faire une bonne sélection pour associer différents vêtements entre eux. C'est débile, mais en fait, je ne saurais même pas ça si j'avais pas travaillé longtemps dans la mode féminine, de façon à être capable de comprendre que juste faire un énum des couleurs déterminées, je sais pas, même par exemple par ce qu'il y a dans les CSS, ça ne suffit pas. Et donc, de base, moi en tant que geek, c'est ce que j'aurais fait. Et, euh, et, en fait, la réponse est fausse et largement insuffisante. Donc, en fait, en parlant métier avec votre client, vous allez lui permettre de savoir où est-ce qu'il y a des trous dans votre réflexion. Parce que forcément, lui, ça fait 20 ans qu'il vend des robes. Là, il veut se faire un site parce que c'est le confinement et donc du coup, il veut les vendre sur le net. Ok, cool. Mais du coup, lui, ça fait 20 ans et donc du coup, il sait comment ça se vend, quelles associations on fait, etc. Et donc du coup, le moment où vous allez lui dire, ok, donc j'ai représenté votre métier de cette façon. Vous avez une classe, vous avez une représentation de ce que c'est que les tops, une représentation de ce que c'est que les robes, et une représentation de ce que c'est que les accessoires. Du coup, quand votre client a mis une robe dans son panier, on va lui proposer une sélection, en fait, de rajouter un top dessus. Et puis, on va lui proposer toute la sélection. Et là, votre client, il dit, bah non, en fait, il faut que ce soit au moins de la même taille et de la même matière, potentiellement. Ok, mais du coup, les matières, comment je les obtiens? Et il va vous dire, les matières, c'est en fait, c'est pas juste une matière précise, c'est une association de matières. Et donc, du coup, il va falloir voir comment ça se fait. Et du coup, vous allez très vite comprendre, avec sa façon de lui expliquer, vous allez très vite comprendre que c'est plus compliqué que juste faire un énum. Et donc, du coup, on va créer une classe. Et en fait, vous allez déduire votre implémentation de sa façon de vous expliquer son métier. Donc, en fait, c'est lui qui fait le boulot. Et ça commence à devenir assez agréable. Et pour revenir à mon sujet initial, désolé, j'ai dérivé, mais pour revenir à mon sujet initial, une fois que vous avez fait ce premier travail-là, quand vous faites vos tests, il y a un moment, vous pouvez utiliser, donc certains qui font du dev web, je sais que ça existe en Rails, en C Sharp, etc. Il y a un truc qui s'appelle Cucumber, qui vous permet d'écrire des tests. En fait, c'est quasiment de l'anglais. Et donc, du coup, pour un peu que votre client parle anglais, ou alors vous avez juste à lui traduire, en fait, mais c'est des phrases. Les tests, c'est des phrases. Et donc, du coup, c'est même plus vous qui écrivez vos tests, c'est votre client qui fait vos tests d'intégration. Et ça, c'est comment ça devient vraiment génial parce que du coup, là, je reviens sur ce que je disais, c'est lui qui fait votre boulot. Donc bon, il y a la traduction, il y a la transpilation à faire, mais ça se fait. Et donc,
on gagne énormément de temps et surtout, encore une fois, votre client voit où il y a des trous et donc il vous aide à résoudre votre problème de business layer indépendamment complètement de la façon dont ça s'affiche, etc. Juste sur votre code. Donc, comment on fait ça? Évidemment, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Moi, ce que je propose et ce que je fais tout le temps, c'est de dire à mes clients d'entrée de ne pas leur parler technique et de faire le premier pas directement. C'est-à-dire de leur demander quel est leur besoin. Et de ne surtout pas me moquer d'eux quand ils vont se tromper. Parce que, faut être clair, vos clients vont se tromper. Ils vont essayer de vous parler technique, ils vont essayer de faire les grands en disant j'ai besoin d'un site avec de l'IA, avec du machine learning, etc. Et en fait, j'imagine que la plupart d'entre vous savent que une succession un peu bien gaulée de if, ça suffit largement. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça où ils vont avoir le mauvais vocabulaire. Ils vont pas parler comme il faut. Et donc, déjà, vous pouvez les rassurer tout de suite en leur disant non, mais en fait, dites-moi avec votre vocabulaire, avec vos mots, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez qu'on fasse, et on va retravailler ça ensemble. Il va utiliser du mauvais vocabulaire technique, vous le reprenez pas, vous l'écoutez, et surtout, vous écoutez son vocabulaire métier, parce que là, il se trompera pas. Ce que c'est que quelle farine il doit utiliser, quel type de four il doit utiliser, à quelle température, etc. Ça, il le sait. Et donc, du coup, vous notez ces trucs-là. Et je suis désolé, le chat est hyper fort dans mes oreilles. C'est pour ça que je sursaute à chaque fois que quelqu'un pose une question. Donc, je vais répondre, je vais lire ensuite. Je finis juste mon slide. Votre client va utiliser le bon vocabulaire métier et probablement très mal le vocabulaire technique. Et donc, vous ne le reprenez pas. Vous écoutez, vous notez tous les termes de vocabulaire, que vous les compreniez ou pas, parce que vous savez, le vocabulaire métier, je veux dire, parce que vous savez que ça, c'est du vocabulaire qu'il va falloir réutiliser par la suite. Une fois qu'il vous a expliqué son besoin, vous lui dites, OK, dites-moi si j'ai bien compris. Et vous répétez ce qui vous a, enfin, vous paraphrasez tout ce qu'il vient de vous dire. Mais vous transformez en langage pseudo-technique. C'est-à-dire que vous allez répéter ce qu'il vous dit sans utiliser le vocabulaire technique, juste en corrigeant les erreurs techniques potentielles, c'est-à-dire là où il a utilisé du mauvais vocabulaire, vous lui donnez le bon vocabulaire en fait. Juste pour que son cerveau note. Vous n'êtes pas obligé de lui mettre la tête dans le caca en lui disant t'as mal dit. Vous pouvez juste reparaphraser en essayant d'utiliser à peu près les mêmes phrases mais avec le bon vocabulaire. Comme ça, il sait, son cerveau va enregistrer quelque part que là, il s'est gouré. C'est pas grave, vous ne lui en voulez pas. C'est juste pour qu'il sache que il faut qu'en fait, sur certaines choses, il a fait des erreurs. Et vous essayez de réutiliser son vocabulaire à lui au maximum. Lui, il va vous reprendre en fait. Votre client va vous reprendre quand vous utilisez mal le vocabulaire métier. Il va vous reprendre et vous dire non, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais en fait, il y a un détail. Le four, il faut le préchauffer avant. Oui, mais en fait, la farine, il faut la pâte, il faut la laisser reposer. Et toutes ces petites choses-là, en fait, ça vous permet d'affiner votre vision. Et donc, encore une fois, vous ne parlez pas technique. La technique, vous l'avez en tête derrière. Vous pouvez même la noter quand vous prenez vos notes pour l'écrire et savoir à peu près où vous allez. Mais vous n'êtes pas obligé de la répéter. Vous avez juste besoin de présenter votre compréhension du besoin métier sans forcément ressortir des mots compliqués que votre client ne va pas comprendre. Évidemment, il y a certains moments où vous allez vous retrouver avec des sujets où vous allez dire, en fait, là, il y a une incohérence, il y a un truc que je comprends pas. N'hésitez pas à dire que vous ne comprenez pas. Ne dites jamais à votre client, enfin, essayez de ne pas dire à votre client plutôt que il n'a pas compris la technique. Oui, on le sait, c'est pour ça que vous êtes là. N'hésitez pas à dire que vous ne comprenez pas son métier et que vous n'avez pas compris tel ou tel point de son métier. Il est là pour ça,
vous n'êtes pas censé être boulanger, donc c'est pas grave, il va pas vous en vouloir. Vous revoyez avec lui, vous lui dites désolé, le préchauffage, c'est quoi? Comment ça marche? Il va vous dire bah on met une certaine température, on met une certaine durée, voilà. Et en fait, vous êtes juste en train d'assumer, enfin de, euh, de reconnaître des faiblesses que vous avez sur un domaine que vous n'êtes pas censé maîtriser. Et ça vous permet d'affiner à fond vos définitions et de savoir lui parler avec son vocabulaire le mieux possible, tout de suite, et d'être vachement efficace. Et donc, du coup, vous allez pouvoir creuser tous les points techniques, tous les petits sujets sur lesquels vous avez besoin de détails. Dans certains cas, c'est vous qui avez mal compris. Dans d'autres cas, en fait, c'est l'explication qui était pas ultra cohérente, ou alors il y a effectivement un problème. Il y a effectivement un besoin qui a été mal imaginé. Vous allez souvent probablement avoir des clients qui se mettent à essayer de faire votre boulot à votre place. C'est-à-dire oui, mais en fait, pour la gestion utilisateur, faudrait faire comme ci, comme ça. La gestion du panier, faudrait faire comme ci, comme ça. N'hésitez pas à lui parler métier pour essayer de comprendre pourquoi ils veulent résoudre de telle ou telle façon le problème technique que vous avez, enfin qu'ils vous présentent, alors que vous, a priori, vous avez une solution technique bien plus efficace parce que bah, c'est votre quatrième client différent dans la vente, et donc du coup, comment gérer un panier, vous savez faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à creuser ces trucs-là. Les sujets problématiques, donc soit métier, soit technique, toujours en essayant de revenir sur le métier. Et, et un truc, moi, que j'aime bien dire, c'est toujours dire, la technique, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça c'est mon boulot, je m'en occupe. Ce qui est important, c'est que on résolve ce problème métier-là pour vous. Donc, vous détaillez le truc, ce problème A pour vous, et moi, je me débrouille techniquement pour que ça fonctionne. Voilà. Il faut absolument rester tolérant tout le temps parce que, encore une fois, vous allez avoir des gens en face qui n'y connaissent rien. Il y a forcément quelqu'un qui se trompe. Entre votre client et vous, il y a forcément quelqu'un qui se trompe. Et donc, du coup, tant qu'à faire, vaut mieux que ce soit lui et que vous soyez tolérant et que vous appreniez de ses erreurs plutôt que de vous fiche de lui et du coup qu'il le prenne mal et que vous perdiez votre client. Voilà, en fait, voilà, il se trouve que je suis assez bien tenu. Je suis habitué à parler de ce sujet-là beaucoup plus longtemps que ça d'habitude. Donc on m'a donné 1 heure et il est -5, donc je suis plutôt content. Et donc on va passer aux questions. Moi, ça me semble hyper court, mais voilà, on va passer aux questions. C'était court, mais c'était plutôt clair. Ouais, Ok, bien, cool. bien essayer de comprendre le besoin du client, prendre le temps de comprendre et de le faire expliquer, etc. Même, oui, comme tu disais, s'il fait des erreurs, bah, prendre le temps de comprendre et de réexpliquer, ça permet aussi de mieux réexpliquer à d'autres potentiels clients, par exemple. Yes. Et oui, dans le chat, c'est Arthur qui disait une remarque intéressante, par exemple, en design, Ouais, parler ouais, je suis en de train de lire. parcours utilisateur ou de bénéfices clients. Et oui, à quoi ça sert et pas comment ça marche. Ouais, ouais, voilà. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est hyper important. Le à quoi ça sert, il est très 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 différent du comment ça marche. Le comment ça marche, c'est votre boulot. Et encore une fois, en fait, en informatique, plus on a de carrière, plus on est cher. Et il y a un moment en fait où on devient vraiment extrêmement cher. Et en fait, la plupart des gens vous diront, la plupart des clients vous diront, ah ouais, non mais j'ai pas du tout autant d'argent. Bah ouais, mais en fait, c'est ça que ça va coûter quoi. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé, en fait, la plupart des gens sont pas du tout, s'imaginent pas du tout devoir payer autant pour créer une app, créer un site, créer une application lourde ou même un dongle. Et donc, du coup, au moment où vous allez leur annoncer la douloureuse, ça pique. Et donc, les extraire de la technique en disant vous inquiétez pas, ça c'est mon boulot, et faire en sorte qu'ils soient rassurés sur le sujet, c'est quand même très agréable pour eux. Et donc, mais du coup, il faut effectivement être capable de répondre parfaitement à quoi ça sert, comme disait Arthur.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que Il y il y en a a des qui choses ont qui des vous... questions ou même quelque chose à partager, un point de vue, une expérience peut-être aussi, pourquoi pas. Ouais, carrément, je prends tout. C'est le moment. N'hésitez pas à écrire. Après, sinon, je peux même vous inviter sur scène pour que vous puissiez parler en direct. Ouais, N'hésitez n'hésitez pas. J'aime bien voir à qui je parle aussi, donc pas. si vous avez des questions. Ah, il y a Elodie qui est en train d'écrire. Ah, moi, je ne vois pas les... Ah si, je vois. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai que les tarifs, souvent, ça peut être un frein auprès des clients, mais c'est bien oui, leur faire comprendre vraiment à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va leur apporter, et les rassurer un peu avec leur expertise, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver un peu de tout. Oui, vous aurez un super site pour 10 euros, mais il faut leur faire comprendre vraiment toute l'expertise et tout l'accompagnement que vous pourrez leur apporter derrière. Ça, c'est super Ouais, voilà. important. Et c'est ça, et c'est aussi... donc, c'est là où, en fait, je vais lire la question d'Elodie juste après. C'est là où la question de l'accompagnement technique devient un petit peu difficile. C'est que l'accompagnement technique, justement, on est en train de commencer à parler technique, et donc il va y avoir des moments des zones de flou entre le... Je parle que métier à mon client, et en même temps, je suis là pour résoudre un problème technique, et donc du coup, quand j'ai un problème en prod, quand j'ai un deploy qui marche pas, ou quand j'ai une migration de données qui a explosé, comment je fais ça, comment je dis ça à mon client, alors que je ne vais pas parler technique jusqu'à maintenant. Et l'avantage d'avoir, c'est pour ça que moi j'aime bien donner une estimation de risque. C'est que comme ça, il y a pas trop de surprises, et je dis, vous inquiétez pas, en fait, c'est géré. Ça, c'est assez rassurant pour beaucoup. Enfin, en tout cas, ça a été très rassurant pour mes clients généralement. Elodie qui demande: que conseillerais-tu à un freelance junior pour améliorer son estimation de charge quand au début toutes les tâches sont dans la zone 100% de risque? euh, c'est une très bonne question. Euh, alors normalement, l'estimation de charge, elle n'est pas censée être 100% de risque complètement sur tout. C'est-à-dire que donc je vais reprendre mon cas de ma carrière actuelle. J'ai eu plusieurs carrières dans ma carrière, et donc j'étais architecte logiciel pour des applications C# en trading en particulier, mais ça n'a rien à voir sur l'estimation de charge, ça n'a plus rien à voir. Euh, Quand je bossais là en freelance, j'ai bossé en freelance pour des devs pour des entrepreneurs en face to face avec un seul client en face. Donc je faisais du développement web en Ruby on Rails. Euh, et donc j'ai fait plusieurs sites comme ça. Et à chaque fois, évidemment, on me demande des choses. Bon, c'est tout le temps soit des marketplaces, soit des portfolios, soit des choses comme ça, quoi. Donc c'est tout le temps à peu près pareil, ou alors des réseaux sociaux. C'est tout le temps à peu près les mêmes choses. Et en fait, dans beaucoup de cas, en fait, on va pouvoir commencer à découper le projet et se dire, OK, donc, que ce soit un portfolio, enfin, que ce soit une marketplace ou un réseau social ou un machin comme ça, il me faut une gestion de l'authentication. Authentification, autorisation, login, password, renouvellement de password, etc., quoi. En Ruby on Rails, par exemple, ça se fait avec une librairie qui s'appelle Devise. Enfin, l'immense majorité des gens font ça avec Devise. Et donc, la brique de base, juste mettre ça en place, c'est Devise. Et donc, moi, je sais que je mets une demi-journée à le mettre en place, que ce soit entièrement opérationnel, avec la mise en prod qui va avec. Euh, voilà, je ne sais pas faire, je peux pas estimer une charge sur tout le réseau social. C'est pas possible, il y a trop de choses à faire. Mais par contre, je vais découper en plein de morceaux et essayer de reprendre task par task ce que je dois faire. La gestion utilisateur, authentication, etc. Device, ok, c'est une demi-journée. Ensuite, j'ai affichage du profil. Et donc ça, pour moi, c'est 1 heure, je pense, avec la MEP. Mise en production, pardon. Changement
à avoir une image de profil. Techniquement, je mets un quart d'heure. Maintenant, il faut derrière le brancher sur AWS pour avoir du S3 et pouvoir stocker le truc et le versionner, etc. Bon, c'est un peu plus. Et puis, surtout, j'ai la petite feinte il me faut que je crée un compte AWS pour mon client, que je lui demande les droits admin, mais ça, c'est impossible à faire pour quelqu'un qui n'est pas technique. Donc, du coup, il faut que je sache tout de suite, je sais que je vais devoir aller voir le client, faire une réunion avec lui pour lui dire, OK, on va se créer un compte AWS ensemble. Vous avez les droits, on va mettre des limites, etc., pour que vous ayez la main, mais que moi, je puisse m'en occuper. Et donc, en fait, ce que je viens de faire, là, mine de rien, c'est découper en disant, j'ai une gestion de la ressource de l'image utilisateur, et j'ai une dépendance sur la gestion de la librairie, du package qui permet de gérer AWS. Et ensuite, j'ai une réunion avec le client. Et tout ça, je peux les estimer en disant, ça me prend 1 heure à chaque fois, dont 1 heure avec le client. Personnellement, moi, je fais payer les réunions avec le client, je fais payer la durée d'une réunion, et je fais payer le temps de trajet. Donc, du coup, il faut que je regarde combien de temps je mets à aller chez le client. Et en fait, je vais cumuler tous ces trucs-là et donner une estimation. Avec mon taux horaire, moi, je facture à la seconde. En fait, c'est juste mon taux journalier que je découpe en 7 heures et que je découpe à la seconde sur des journées de 7 heures. Et puis, voilà. C'est comme ça que je détermine mon taux journalier, moi. Enfin, mon taux à la seconde. Et donc, du coup, en fait, là, en fait, ce dont je viens de parler, c'est que des choses que je sais déjà faire. Parce que Elodie, si tu es freelance junior, tu te lances dans un domaine que tu connais, avec des technologies que tu connais. Et donc, du coup, typiquement, si tu es freelance, imaginons que tu fasses du Ruby on Rails. Si jamais tu fais du Ruby on Rails, tu sais que l'authentication, on fait ça avec du device. Et donc, cette partie-là, précisément, tu peux l'estimer. Donc, tu vas pas donner 100% de risque. Tu vas dire, moi, généralement, je mets, si tu es développeur, si tu es junior, c'est peut-être que tu mets 1 journée ou 2 journées ou 5 journées, j'en sais rien, pour mettre device. C'est pas la question du tout. C'est juste, device, tu sais que tu mets tant de temps parce que ça fait 2, 3, 4 fois que tu le fais. Il y a plein de trucs que tu vas pas savoir faire dans ce que va te demander le client. Il y a plein de trucs que tu vas pas savoir faire. Mais en revanche, l'authentication, le device, tu sais que tu mets X journées. Et donc ça, tu peux lui dire, voilà, je mets tant de temps. C'est une estimation, mais je l'ai déjà fait tant de fois. Et donc, du coup, je sais que ça change assez peu. Et donc, je vous donne 50% de risque. Et ne pas hésiter à dire ensuite, en fait, c'était la 6e fois que je le faisais. J'ai mis moins de temps. Donc, du coup, vous avez gagné une journée de charge. Ouais, ça va faire plaisir au client. Et vous lui dites, par contre, soyez indulgent la prochaine fois. Parce que là, vous savez, le truc que vous m'avez demandé avec AWS, ça, par contre, je ne l'ai jamais fait. Donc, s'il vous plaît, si jamais je suis en train d'exploser ma charge, soyez indulgent à ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Elodie? Est-ce que d'autres gens ont des questions par ailleurs? Parce que je vois qu'Elodie est en train d'écrire. Arthur, en agilité, on a la méthode du poker planning pour faire de l'estimation. Ça te permet de jouer avec les ordres de grandeur. Après, sur les missions, c'est normal d'être un peu light sur les estimations. Alors ouais, juste un truc, effectivement. Merci Arthur, tu as tout à fait raison. Donc, moi j'utilise le poker planning pour du Scrum. Ça marche super bien. Alors juste un truc quand même. Pour tous les développeurs juniors, vos estimations. Désolé, mais vous allez vous tromper dans vos estimations. En fait, tout le monde se plante sur les estimations. Vous n'allez jamais respecter vos estimations. Donc, essayez de dire ça à votre client sans trop lui dire, parce qu'évidemment, ça fait tout le temps flipper. C'est tout le temps hyper hard. Mais généralement, vous essayez d'avoir un ordre d'idée dans lequel vous essayez de pas trop sortir du cadre. Donc, essayez de viser des clients qui vous demandent pas de faire des trucs de foufou mental. Essayez de commencer par des trucs un peu faciles que vous connaissez déjà, où il y a 90-95% du travail que vous avez déjà fait au moins 1 ou 2 fois dans votre vie. Si vous êtes en train de faire un truc complètement inédit, forcément, ça va partir dans les roses, c'est sûr. Donc voilà. En l'occurrence, la méthode du poker planning dont parle Arthur, ouais, moi j'adore. En fait, le Scrum, j'adore, mais c'est basé sur justement une répétition. C'est basé sur le fait que
plus on avance, plus on fait la même chose, plus on est capable d'estimer combien ça va nous coûter. Donc on a en fait en début de chaque sprint, on fait des sprints d'une ou 2 semaines le plus souvent, où où toute l'équipe va travailler sur un certain nombre de features qu'on va développer et qu'on se donne la durée du sprint pour réaliser. Dedans, il y a par exemple création d'une nouvelle classe, création d'une nouvelle vue, ce genre de choses. Et en fait, chaque personne, chaque membre de la réunion du poker planning va dire, moi j'estime que c'est tant de complexité. C'est pas du temps de travail, hein, c'est de la complexité. Donc moi j'aime bien bosser avec la suite de Fibonacci pour ça. Et donc je dis bah voilà, ça va me coûter 3. Et en fait, avec ces trucs-là, on va permettre, chacun va donner son estimation et ensuite dire, on va faire ensuite une moyenne de ce truc-là pour avoir un ordre d'idée de combien ça va coûter. Et ça va nous permettre ensuite de savoir combien de tâches on peut mettre dans le sprint en question. Le truc, c'est que en fait, pour demander à chaque développeur de l'équipe combien de temps ça va coûter pour créer une vue ou créer une classe ou créer un machin comme ça, ou alors faire ce refacto ou un machin comme ça, toutes ces choses-là, en fait, ça veut dire qu'ils l'ont déjà fait avant et que donc du coup, ils peuvent estimer. Sinon, c'est vraiment une estimation au doigt mouillé et donc ça n'a pas plus de sens que n'importe quelle estimation que pourrait donner Elodie sur un truc qu'elle ne maîtrise pas du tout, quoi. Donc voilà, faut faire attention. Encore une fois, j'adore le poker planning, mais c'est basé sur de la répétition et donc du coup pour les juniors c'est plus difficile, je trouve. Voilà, donc du coup j'imagine Arthur que tu fais partie de cette catégorie des gens qui ont répondu qu'ils avaient plusieurs années de dev, j'imagine derrière eux. Enfin plusieurs années d'expérience dans le domaine, pas forcément du dev, mais t'es au moins Scrum Master ou quelque chose comme ça, quoi. Ah voilà, ouais bah voilà, c'est de l'agilité, yes. Ok. Ouais, voilà, classique. Yes. Bah merci Arthur de faire ça parce que moi je déteste faire ce genre de choses, mais effectivement c'est sûr efficace. Enfin je trouve que c'est la méthode la plus efficace que je connaisse. Donc je suis très très content que des gens comme toi transmettent cette connaissance pour que du coup les autres puissent s'en servir et que qu'on n'arrive pas comme des fleurs avec la fleur au fusil quand on demande ce genre de choses parce que c'est très très pratique. Donc merci beaucoup Arthur. Oui, Elodie, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, enfin, moi, c'est ce que je fais, de compenser avec ce que je maîtrise pour accumuler de l'expérience. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas maîtriser de plus en plus de choses. Et donc, du coup, tu auras de plus en plus de tâches qui seront pas à 100% de risque, mais à 50% de risque. C'est toujours gigantesque hein, pour l'industrie normale, 50% de risque. Les gens, ils vont te regarder avec des grands yeux, t'hallucines complètement. Généralement, quand je dis ça à mes clients, ils me regardent, vous êtes complètement fou, monsieur. Et je leur dis, bah, ouais, mais par contre, moi, je peux quasiment vous garantir que je vais pas sortir des ions. Voilà. À voir. Je vois qu'Elodie est en train d'écrire à nouveau. Si d'autres gens ont des questions, n'hésitez pas. Hein, ou même des remarques ou des choses pas claires. Oui, n'hésitez pas, c'est le moment. Yes, carrément. Oui, alors Elodie dit que c'est aussi une question de choisir ses missions en fonction de ses capacités. Oui, tout à fait. Je suis très d'accord avec ça. Un truc que tu disais, c'était être transparent et il faut être transparent et dire, OK, moi je peux faire ça, je sais le faire, mais ça je sais pas le faire. Je peux prendre le temps d'apprendre ou je vous conseille d'aller voir peut-être quelqu'un d'autre. Mais je pense que, ouais, comme tu l'avais dit, Guillaume, c'est être transparent, même si c'est perdre peut-être un client sur le moment, euh, ça gagnera, enfin ça sera gagnant pour vous après parce que en étant transparent, vous allez éviter de faire ouais, pour être vulgaire un peu, de faire de la merde, mais après les personnes vont vous recommander parce que justement vous avez su dire ok moi je sais faire ça, mais ça je sais pas le faire quoi. Ouais, c'est beaucoup plus facile. En fait, s'il y a 80% de ce que vos clients vous demandent,
que vous savez pas faire, ça va être douloureux de toute façon pour vous. Alors, ok, vous allez gagner de l'argent, mais bon, alors de toute façon, c'est à peu près partout pareil. Il y a tellement de demandes que de toute façon, en informatique, vous allez finir par trouver du boulot, vous allez finir par trouver une mission. Le problème, c'est de savoir trouver la bonne, en fait. Et au début, il y a énormément de gens qui, de toute façon, en face, ne savent pas non plus ce qu'ils font. Il faut être très clair. Enfin, moi, donc, encore une fois, je préfère largement bosser pour des toutes petites structures. Et je suis très, très souvent confronté à des gens qui savent pas ce qu'ils font, qui sont en train de tâtonner eux aussi. Ils veulent créer le nouveau Facebook ou la référence de vente de posters de chatons. Mais ils savent pas ce qu'ils font en fait. Et donc du coup, leur dire bah moi je sais faire aussi, mais il y a quelques trucs il y a quelques sujets sur lesquels c'est des inconnus. C'est pas forcément extrêmement choquant. Si en fait vous êtes en train de cacher le fait qu'il y a 80% du taf que vous savez pas faire, ça va être désagréable du début à la fin. Vous allez passer votre temps à être stressé parce que vous savez pas faire. Vous allez passer votre temps à pas dormir parce qu'il va falloir apprendre. Comme vous dormez pas, vous allez mal faire. Vous allez prendre du retard et ça va être de pire en pire. Et donc c'est vraiment un très mauvais plan. Donc ouais, faites un truc facile entre guillemets. De toute façon, votre client va avoir un besoin qui va évoluer, va avoir quelque chose qui va changer un peu. Il va s'apercevoir quand vous allez lui livrer sa première version, il va s'apercevoir qu'en fait non, il faut le faire un peu plus compliqué, etc. Donc de toute façon, ça va partir en live. Donc même si le truc est censé être simple au début, moi j'ai jamais eu de client où c'était vraiment simple comme ce qu'il disait. À chaque fois, il y a un truc. Ah oui, mais en fait, j'avais oublié. Mais il faut brancher une intelligence artificielle dessus. Et là, comment ça, faut brancher une intelligence artificielle? Pourquoi c'est pas dans les specs? Pourquoi est-ce que c'est pas dans le document que vous m'avez donné? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé à la première réunion? Voilà. Donc oui, choisissez une mission simple au début. C'est déjà ça de gagner pour la suite. Arthur qui dit j'ai le cas un peu particulier d'une startup qui veut vendre une nouvelle technologie. L'usage, le bénéfice est clair, mais les clients ne comprennent pas l'intérêt de l'utilisation de cette techno, voire ne croient pas que ça puisse marcher. Ouais, Comment tu ferais pour les rassurer? Expliquer en direct, ça Ah, sera bonjour. plus rapide, je pense. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut entendre Arthur? Est-ce que tu m'entends? Yes. Ouais, nickel. Bonjour Arthur, enchanté. Enchanté. Ouais, c'était un petit peu le sujet pour lequel j'assistais à cette réunion, parce que enfin, t'as vu que bon, j'avais quelques éléments sur les autres sujets. Ouais. En fait, en dehors de mon activité de freelance, je monte une boîte et qui est basée sur une techno d'IA un peu particulière. Et donc, si tu veux, le bénéfice qu'on apporte, il est clair parce qu'on automatise quelque chose qui existe déjà. Ok. Ok. On automatise quelque chose qui existe déjà et qui est déjà partiellement automatisé par d'autres choses. Et en plus, c'est sur un sujet assez technique puisque c'est de la cybersécurité, du test d'intrusion, des choses comme ça. Voilà. Donc du coup, tu vois, tout notre sujet aujourd'hui, c'est justement de sortir d'un discours où tu parles IA, tu parles réseau de neurones, tu vois, tu parles de trucs très compliqués et justement pour avoir un discours qui soit entendable d'un point de vue métier et potentiellement même pour des gens qui connaissent pas le sujet cyber sur le bout des doigts, quoi. Tu vois, un RSSI, il va pas pouvoir forcément rentrer dans le détail d'un pen test, tu vois, voilà. Donc ouais, mais ouais, vas-y, pardon. euh, ouais, c'est ça le point, quoi. En gros, j'ai double couche de technique, de complexité technique. Et comment je m'en sors, quoi. Enfin, comment tu Bah, je me dis. alors en l'occurrence, donc tu es en train de dire que si je te suis bien, tu as trouvé des problématiques, tu as trouvé des solutions techniques un peu vénères, c'est-à-dire en IA un peu costaud, sur des problématiques RSSI. Et tu essaies de vendre ça à des gens. C'est ça. Ok. Mm. Le truc, c'est que à quoi ça te sert? Explique-moi. Donc, fais comme si j'y connaissais rien en fait. À quoi ça te sert d'utiliser de l'IA? Pourquoi est-ce que tu es différent des autres? Nous, il y a deux aspects. Un, ça te permet d'automatiser le process de bout en bout. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'ils y croient pas. Comment ça, ils y Et croient pas? bah, ils y croient pas, ils disent c'est pas possible. Tu vois, parce Bah, qu'en si fait, tu l'as fait.
Ouais, il faut que je fasse. J'ai pas encore bien le démonstrateur tout prêt, tu vois, on est en R&D. Mais bon, Ah oui, d'accord, ok. Bah oui. Ouais, ça, voilà. Mais il faut que je Mais, commence à bah oui. vendre avant d'avoir tout Ah non, mais déposé. alors, ouais, je suis désolé, mais ça, c'est Mm. juste un problème de. En fait, ça, c'est juste un problème que toi, tu sois pas assez serein sur ta techno. Ouais, ok. Parce qu'en fait, en l'occurrence, enfin, tu vois, il n'y a pas de raison de se prendre la tête techniquement, parce que, enfin, donc, t'as dit réseau de Mm. neurones ou j'ai halluciné? Ouais, si, c'est ça. Donc, il y a pas de raison de se prendre la tête sur des réseaux de neurones. C'est quand même un peu vénère à configurer ces bordels-là pour faire des tests d'intrusion. Je connais quelqu'un qui est RSSI en l'occurrence. Mm. C'est des trucs, dans beaucoup de cas, c'est fait par des petits humains à la mano, quoi. Yes. Et en fait, si toi, tu as une solution technique où c'est fait de bout en bout, effectivement, de façon complètement automatisée, bah, c'est effectivement génial parce que du coup, enfin, désolé pour les humains dans ce monde, mais du coup, tu économises les cotisations sociales de l'humain en question. C'est ça. Et donc, à grande échelle, c'est hyper rentable. Mais effectivement, il faut que ce soit automatisable. Le truc, c'est que si ça marche, bah, il n'y a plus de problème. Enfin, tu vois. Et donc, Ok, donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut que j'aille au bout du proof of concept, quoi, que je fasse un beau démonstrateur et que je les rassure, quoi. C'est le. ah non, non, enfin, j'en sais, non, 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 Tu moi vois ce que je veux dire? C'est que ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Hmm. en fait, enfin, si tu sais, en fait, il y a une différence. Est-ce que tu penses que tu peux résoudre le problème ou est-ce que tu sais que tu peux résoudre le problème? Hmm. Parce qu'en fait, si tu le On est un peu sais, entre deux. Mais, ah, ben voilà, parce qu'en fait, c'est- le truc, c'est que si tu le sais, il n'y a pas de question. T'as pas besoin d'avoir un démonstrateur. Tu te dis, Hmm. en fait, c'est acté, quoi. Et donc, du coup, tu fais tes estimations et quand tu vas vendre ton produit, tu t'es juste en train de lui dire, ben, regardez, enfin, en fait, ma solution, votre solution, là, il y a un humain, charge sociale, Hmm. machin. Moi, j'ai juste un serveur. Ça me coûte, c'est quoi, c'est du GPL3, ce genre de choses, ou c'est encore plus simple? C'est plus simple. Non, c'est des réseaux neuronaux. Donc, ouais, enfin, c'est juste du matos, en fait. Enfin, Ouais, c'est c'est un juste peu du matos. Mais si tu veux, beaucoup de soft. disons que c'est ce que je te disais, en fait, le bénéfice, il est assez clair. La solution, c'est ça qui est très compliqué. C'est que la solution, elle est très technique et enfin, il y a beaucoup de choses, de briques différentes dedans. Et donc, il faut qu'on explicite le positionnement, ça se fait, tu vois. Et puis, nous, on peut faire une promesse. Mais n'empêche qu'en face, tu as un RSSI où tu as des gens qui sont techos quand même, tu vois, donc qui vont avoir envie de comprendre un petit peu, quoi, tu vois. Alors, Et moi, pour connaître certains RSSI, le truc, c'est surtout que je ne connais que des RSSI qui sont là en train de dire tant que je l'ai pas vu, je te crois pas. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ouais, effectivement, tu vas avoir enfin, je pense que tu peux avoir un petit problème avec ça. Euh, mais, bah, en l'occurrence, certains, enfin, ouais, parce qu'en fait, j'allais dire certains traits d'infusion, c'est assez facile à faire. Sauf que à faire ça avec un réseau de neurones, je suis pas sûr. Et peut-être Là, pas moi, qu'un seul. Bon, enfin, ouais, ouais, non, mais évidemment. t'inquiète pas là-dessus. Bah, enfin, si ça t'intéresse, on peut en reparler avec plaisir. Je sais pas si ça intéresse le reste des participants. Mais oui, en tout cas, je comprends. Enfin, j'entends ce que tu dis. Merci pour Voilà, ta. le truc, c'est que, ouais, effectivement, enfin, toi, tu es dans un domaine un peu spécial parce que t'es pas en train d'essayer de cacher de la technique à ton client, puisque ton client, techniquement, il suit largement. Tu es en train d'essayer de lui cacher la technique de l'IA. C'est ça. Et ça, surtout en plus, c'est quelqu'un qui sait que le mot IA est hyper galvaudé. Mm. Et donc, du coup, quand tu es en train de lui dire réseau de neurones, tout ça, il te dit non, mais d'accord, enfin, en même temps, si vous avez peut-être fait juste un script shell, ça suffit peut-être. Mm. Et donc, ouais, je suis pas sûr. Est-ce que tu dois vraiment lui cacher la technique? Bah, Parce que de toute façon, la subtilité de ton métier, la subtilité de ce que tu lui vends, pardon, c'est la conf de ton réseau de neurones. ouais. En Et gros, donc, ouais. tant qu'il a pas ça, tu peux lui balancer tout le code que tu veux, on s'en fout, en fait. Ouais, c'est clair. Tu t'en fous. Non, Donc peut-être qu'en fait, tu devrais faire l'inverse. Peut-être qu'en fait, justement, n'écoute surtout pas ce que je viens de te dire et balance-lui de la technique à fond. Ouais, ouais. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y aura potentiellement une phase où on sera en co-construction avec eux. Tu vois, on fera des essais, de la R&D. Et donc là, on pourra se permettre d'avoir ce discours-là.
Et donc, ouais, enfin, tu vois, en fait, je voulais juste voir si tu avais potentiellement des astuces pour résoudre ce truc-là un peu plus simplement que ce qu'on a imaginé, mais écoute, il n'y a peut-être pas de Alors moi, bonne réponse, tu ouais, vois. mon discours, c'est vraiment pour parler aux gens qui n'ont pas cette connaissance. Hmm. Toi, là, tu t'adresses à des gens qui ont la connaissance. Les RSSI, c'est pas des brutes de dev. Ils savent pas comment ça se configure un filtre, enfin ou autre en réseau neurone, mais ils savent ce que c'est qu'une variable. Hmm. Ils savent ce que c'est qu'un script shell et un nmap, quoi. Donc, C'est ça. ouais. Ok, Je suis pas sûr, en fait. Je pense que ouais, faut pas écouter ce que j'ai dit. ça marche. Non, mais en partie, pour quand on sera plus mature, nous, de notre côté, ce sera plus Ouais, utile. après, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Bah, le Yes. moment, en fait, tu n'auras plus besoin. Le moment, à partir du moment où tu as fait ta première démo, ensuite, tu n'as plus besoin parce que tu vas écraser la concurrence avec un truc comme ça. Parce Normalement, que, on croise les enfin, moi, doigts. de ce que j'ai entendu parler, en tout cas, Hmm. les traits d'intrusion, c'est beaucoup manuel. Ouais, bah oui, c'est tout le sujet. Bah, écoute, non, mais écoute, merci pour ton retour. Je te prends pas plus de temps. Mais Ouais, écoute, si ça t'intéresse, en tout cas de parler de ce sujet-là, on peut se croiser carrément. sur LinkedIn. Yes, ça marche. Allez, à bientôt. Merci À Arthur. bientôt. Si quelqu'un d'autre a des questions, désolé, on a un petit peu dérivé sur les questions, mais donc si quelqu'un d'autre a des questions. Ouais, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Mais après, ce qui est intéressant avec les questions-réponses, c'est qu'on puisse avoir des retours un peu cas par cas. Et c'était cool d'avoir ton projet. Yes. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez soit écrire, soit directement parler. Vous pouvez demander. Je pense que Je peux vous inviter sur voilà, scène. Tiffany se fera un plaisir de vous inviter. Comment tu vends de la régie versus forfait en tant que junior? euh, Alors, moi, je vends jamais de forfait parce que j'en ai fait un peu en SS2I et je trouve ça hyper risqué. C'est bonjour Elodie. Hello. Bienvenue. J'essaie de répondre à ta question. Je disais que moi, en fait, je ne fais jamais de forfait parce que je trouve que c'est trop risqué pour moi. Ça rassure beaucoup les clients, mais je trouve ça malhonnête en fait. Parce que il y a tout le temps un truc qui va partir en live. Et alors, enfin, c'est pareil. Moi, je préfère être extrêmement transparent et explicite sur le sujet et de dire c'est de l'informatique. Il va y avoir un truc qui va partir en live à un moment. Et donc, du coup, comment je fais si jamais je suis au forfait, bah, il y a un moment où je vais éclater mon forfait et c'est plus rentable pour moi de résoudre votre problème. Et du coup, je vais le bâcler. Ou alors, juste pour une raison ou une autre, ou alors j'ai passé énormément de temps à résoudre votre problème, un truc qui s'est rajouté. Et du coup, ensuite, bah, j'ai plus de temps. Et donc, du coup, la suite va être bâclée. Et, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc, du coup, moi, j'essaye d'éviter constamment le forfait. Mais justement, comment tu vends de la régie? Parce que les Bah, clients veulent du justement, forfait. Parce bah que ouais, du coup, mais il en est pas fait, bah, en leur disant comme. tout simplement que alors moi ce que je fais, alors déjà je précise une chose, je vends la première réunion elle est gratos systématiquement où je fais une estimation complète. On passe à chaque fois je dis c'est 1 heure hein, de réunion, je me déplace, enfin plus maintenant, mais je me déplace et je fais et on se fait 1 heure de rendez-vous. Ça dure jamais 1 heure, ça dure plutôt 2 ou 3 généralement. Mais c'est pareil, je la compte pas. Et je leur envoie enfin, j'allais dire un devis, mais c'est pas vraiment un devis en fait. C'est un document qui leur dit voilà ce que je peux faire pour vous, voilà ce que je vous propose, et qui contient aussi un contrat. C'est-à-dire, je leur dis voilà ce que j'ai compris de notre rendez-vous, de ce qu'il vous faut et de comment on peut le faire. Et je leur propose un plan d'attaque qui correspond à peu près ce qu'ils veulent. Et
Et ce que j'essaye de faire, c'est proposer des lots, en fait, en découpant le truc et en leur disant, voilà, moi j'utilise telle et telle technologie. Et donc, moi en l'occurrence, je suis en Ruby on Rails. Donc, je vous invite à. Ce que je vous propose, c'est que déjà, on commence par se faire un petit boulot ensemble pour essayer de voir est-ce qu'on s'entend bien, est-ce que l'échange va bien se passer. Et ensuite, on va livrer le lot 1, qui est juste toute la structure du site avec la gestion utilisateur, par exemple. Il y a pas le panier, il n'y a pas les items à acheter, etc. Mais il y a la gestion utilisateur. Et ensuite, on va rajouter les trucs au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, comme j'utilise des technos qui sont plutôt boring, c'est-à-dire j'utilise du Ruby on Rails, du Heroku, du PostgreSQL, ce genre de conneries. Désolé pour le langage. Du coup, c'est des choses qui sont assez communes dans le monde du dev web. Et donc, ils savent, je leur dis, vous allez sur Cherrypick et vous allez voir, il y a d'autres devs qui font les mêmes technos. Donc, si jamais on s'entend pas, si jamais moi je vous plante, si vous avez peur que je vous plante, eh ben, vous voyez que ce que je vous ai répondu, vous pourrez le donner à votre nouveau développeur et il pourra continuer à travailler dessus et avancer et faire la suite, si ça vous convient pas. Donc du coup, ils sont rassurés sur le fait que je bosse pas en tunnel comme ça, quoi. Moi, je fais des rendus le plus souvent possible et souvent, ce que je propose, c'est que le repository sur lequel je bosse soit détenu, enfin, soit le propriétaire, ce soit le client, que moi je sois dessus. Donc du coup, en fait, je suis pas propriétaire de la data, je suis propriétaire de rien en fait. Le compte Heroku, c'est celui de mon client. Le compte GitHub, c'est celui de mon client. Le compte AWS, c'est celui de mon client. Toutes ces choses-là, en fait, tout appartient au client. Donc, du coup, j'ai rien. Ça veut dire que à n'importe quel moment, il peut se rétracter et dire, OK, en fait, j'en ai marre, ça me coûte trop cher, machin. Mais en fait, dans la première réunion, je dis, de toute façon, il faut être très clair. C'est-à-dire que votre besoin, là, vous l'exprimez, c'est un schéma que vous m'avez fait sur un morceau de papier. C'est un document Word que vous m'avez envoyé, c'est ce genre de choses. Quand je vais vous présenter la chose, quand on va commencer à le voir vivre sur Internet, votre avis va changer. Votre besoin va changer. Votre avis va évoluer, va grandir. Et donc, du coup, ça sert à rien de faire un forfait parce que mon estimation, elle va exploser à ce moment-là. Donc ça, c'est mon premier argument. Et par ailleurs, on est dans le monde du web. Tout change vite, très vite. Donc, les différents browsers évoluent à différentes vitesses. Moi, j'ai un exemple assez rigolo, enfin rigolo, un truc pas cool qui m'est arrivé, mais rigolo quand même. Je bossais pour une cliente et on devait avoir un truc où quand on va sur une page, on a un son qui se lance tout de suite. On a une sorte un équivalent de musique qui se lance directement quand on arrive sur la page web. Je fais tout le truc, je fais l'époque, je dis voilà comment ça va fonctionner. Et ensuite, je vous referai la vraie version qui sera un peu plus jolie, machin. Mais sinon, ça se fonctionne comme ça. C'est hyper simple à faire. Et j'en ai pour une demi-heure de code, machin. Voilà, je fais le truc. Il se trouve que Apple a validé l'interdiction du play automatique de la musique dans les onglets le soir où j'avais fini le dev et je faisais la démo le lendemain. Putain. Et donc, du coup, je suis arrivé chez ma cliente. J'ai fait la démo et ça marchait pas. Alors qu'en fait, je lui ai demandé la veille de vérifier que techniquement ça tournait chez elle. Parce que moi, je bosse pas sous Mac. Et donc, j'ai demandé de vérifier sous Safari que ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Le lendemain, sur exactement la même techno, le code est quasiment similaire, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, merde, donc en fait, c'est juste que le fichier audio est différent. Et donc, du coup, j'ai remis l'ancien fichier audio, ça marche évidemment pas. Et en fait, j'ai pas demandé l'autorisation au browser de jouer du son. Et donc, du coup, il me dit, non, tu vas pas jouer du son. Et donc, voilà. Et en fait, sur le moment, moi, j'étais même pas au courant. Je dois avouer que je me tiens pas vachement au courant de ce qui se fait dans les évolutions des permissions web. Maintenant, je le fais. Mais en fait, à l'époque, je le faisais pas. Et donc, du coup, je me suis pris une bastos. Et j'ai mis une demi-heure à essayer de débugger le truc. Et puis au bout d'une demi-heure, j'ai dit, en fait, je sais pas faire, je sais pas pourquoi ça marche pas. Et donc, tant pis, je rentre. Je vous ferai une livraison plus tard. Je suis rentré chez moi, j'ai débugué le truc, cherché dans tous les sens. Et en fait, je suis tombé sur un article un peu plus tard qui dit, en fait,
c'est déjà passé. Mais en fait, comme la plupart des devs web étaient déjà au courant depuis une éternité que ça allait passer ce jour-là, personne n'en parlait le jour même. Et donc moi, je me suis retrouvé dans un truc genre je suis tout seul à avoir le problème en plus. Je savais pas comment il fallait poser la question, et donc évidemment Stack Overflow m'envoyait rien. Enfin bon, donc c'est parti en live complètement. J'ai perdu pas mal d'heures. Bah ça, en fait, j'ai explosé le budget pour cette task parce que je lui avais dit, bah, c'est une demi-heure de code quoi. Donc voilà, j'avais dit ça à ma cliente. Et quand je lui ai dit, bah en fait, ça fait 5 heures que je bosse sur le truc, j'ai toujours pas de solution. Elle m'a dit, non mais attendez, vous avez vu le taux auquel vous me facturez là, 5 heures, c'est pas possible quoi. Bah ouais, mais donc voilà, en fait, faut aussi, donc ça c'est pas cool parce qu'effectivement, c'est ce que tu entends, c'est-à-dire que en fait, les clients veulent du forfait pour évidemment se baquer contre ce genre de problème. Mais est-ce que toi, tu as envie aussi de te retrouver à bosser donc parce que là, tu aurais fait une estimation de forfait à une demi-heure. Donc, imaginons que tu genre t'es junior, donc c'est pas du tout méchant, mais on va estimer que tu quadruples ton truc, donc disons 2 heures. Moi, j'y ai passé plus de 5 heures et j'avais pas trouvé de solution. Donc, c'est déjà plus du double de ce que tu aurais demandé. À quel moment est-ce que tu t'arrêtes de bosser en disant, bah en fait, j'ai écoulé mon forfait, donc là en fait, je suis en train de bosser à perte. Ouais, bah, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc du coup, ça c'est pas cool. Donc moi, j'aime pas faire ça. Donc c'est pour ça que je dis, bah non, je recommande plutôt d'être honnête et puis quitte à caper en fait ta régie. C'est-à-dire à dire, bah, de toute façon, si jamais je dépasse les 200% de charge sur n'importe quel task, je m'arrête et on en parle ensemble. Et tu dis, bah, enfin voilà, je suis désolé, j'ai quadruplé enfin j'ai doublé mon temps de charge. J'ai pas d'idée, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être que le client va te dire, bah, on s'arrête là et je vais chercher quelqu'un de compétent. T'essaies de pas mal le prendre et puis tu passes à autre chose. Ou alors il va te dire bah non mais je comprends, voilà on va essayer de trouver une solution, machin. Ouais, tu peux lui dire bah je réduis mon taux horaire ou j'en sais rien. Bon, enfin on peut s'arranger en fait. Mais je trouve ça vachement plus intelligent que de dire je bosse et puis si jamais ça part en live c'est pour ma pomme. Voilà, c'est pour ma pomme et puis il y a un moment où je vais juste abandonner quoi. Après, en fait, parce que c'est ça l'extrême, c'est que si c'est un problème vraiment très compliqué, il y a un moment tu vas juste abandonner parce que ça te coûte trop cher en fait. ouais. Après, c'est vrai que dans le contexte d'une... Alors là, tout à l'heure, tu parlais des startups plutôt, mais ou des entrepreneurs un peu solo. Pour les boîtes un peu plus conséquentes, mon dernier client, par exemple, ils avaient une enveloppe à l'année. Donc, ils avaient besoin... Enfin, ils n'avaient pas besoin d'un forfait, mais en fait, ils voulaient que je rentre dans les clous avec une estimation au global pour que ça colle à leur budget annuel, en fait. Ouais, mais dans ces cas-là, Ouais, ils ont comment je leur vends de la régie, je vois pas, tu vois. Ah, tu leur vends pas de la régie, tu leur vends du forfait lot par lot. Et le truc, c'est qu'il faut être tout à fait clair et leur dire le moindre modification, ça veut dire que tu as des specs. Ouais. Et donc, quand tu as des specs, tu leur dis OK, mais la moindre modification des specs, c'est avenant. Ouais, ok. Et c'est pas agréable pour qui que ce soit. D'accord. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, le forfait, ça a ça comme problème. C'est que du coup, il faut que tu sois intransigeante sur ce que tu mets dans les specs et que tu leur dises, il faut que vos specs soient ultra précises. Donc, toi, il faut que tu sois capable d'être ultra pointilleuse sur les specs pour être capable de leur dire ensuite, ah bah oui, mais ça, en fait, là, vous sortez des specs et donc du coup, je peux le faire, hein, pas de problème, mais c'est avenant. Ok. Et donc, estimation, et donc, nouvelle facturation, etc. quoi. Ouais, c'est faisable. Est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça? C'est un petit peu dommage. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère faire ça. D'accord. Ok. Voilà. Merci, Guillaume. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense qu'après, il n'y a plus de questions.
Ok, n'hésitez pas si vous voulez. Voilà, je suis toujours intéressé par les retours aussi d'expérience. Même si vous n'êtes pas d'accord, hein, au contraire, ça m'intéresse aussi. Très bonne conf. Moi, j'ai rien à dire. Merci beaucoup. Merci, Elodie. De rien. Non, bah, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Après, ouais, s'il y en a qui ont des retours ou qui veulent parler plus en détail, peut-être avec Guillaume sur LinkedIn ou quoi. Ouais, voilà. Alors, ouais, bah, vous avez mon nom sur LinkedIn. J'ai un nom de famille qui est suffisamment complexe pour être tout seul. Donc, vous me trouverez. Voilà, je suis pas hyper réactif, mais je suis réactif. C'est ce qu'il y a de mieux parce que sinon je suis spammé, donc je préfère le limiter. Il y a Hicham qui est en train d'écrire, donc on va voir. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je vous préviens, je suis très 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 chargé avec The Hacking Project et c'est pas la peine de me proposer des missions ou du boulot. J'adore ce que je fais et voilà. Et c'est pas avec la thune que vous m'aurez parce que je suis largement sous-payé par rapport à ce que je fais. Mais j'adore ce que je fais. Donc, voilà. Mais par contre, pour discuter et enseigner, je suis toujours chaud. Et apprendre aussi, je suis toujours chaud. Après, ouais, vous avez partagé juste une mission dans le chat, parce qu'il y a des devs là qui sont live et que c'était un peu l'occasion. Et Guillaume, je sais que toi, tu bosses plus en tant que dev en mission, mais vu que tu étais Ouais. sur ces technos-là, bah, si, je sais pas si tu avais des personnes en tête qui seraient intéressées peut-être par cette mission. Ah oui, Dev, d'accord. tech, Full stack, React, Rails. Ouais, moi j'ai potentiellement des gens. Faut que je vois. Là, comme ça, là, j'ai pas, mais je peux regarder. Est-ce que c'est du remote complet ou pas déjà? Quel est le type de. Enfin, je regarderai. ça marche. Question rapide, comment se protéger contre les clients mauvais payeurs légalement? Alors, Hmm. alors, je ne fais pas de pub d'habitude, mais il se trouve que là, j'ai été invité par une boîte qui s'appelle Cherrypick, et j'imagine que c'est ce que vous faites. En fait, on s'est assez peu parlé avec Tiffany, mais alors, c'est super simple. La dernière cliente dont j'ai parlé là, avec le problème du son qui se déployait pas, ça s'est très bien passé sur ce moment-là, parce que justement, j'ai capé mon truc, etc. Euh, 3 ou 4 mois après, il y a elle a changé ses specs sans prévenir, enfin sans accepter que je lui fasse un avenant, alors que les specs changeaient drastiquement. On en avait parlé, je lui avais fait une estimation, etc. Quoi. Il y a un moment, je sais pas pourquoi, elle s'est rendue compte que ça a commencé à lui coûter super cher parce que le projet a évolué énormément et elle a décidé d'arrêter de me payer. J'ai un contrat en béton armé. J'étais pas sur une plateforme, j'ai un contrat en béton armé. J'ai vérifié avec un avocat en droit du travail, etc. J'ai raison. C'est super simple, j'ai raison. Et j'ai 150 mails de confirmation, j'ai un contrat signé de confirmation. Enfin, j'ai que des confirmations de partout. Sauf que un avocat en droit du travail, c'est cher. Et en fait, c'est débile, mais votre temps est cher aussi. C'est-à-dire que, mine de rien, mon avocate m'a dit, on peut se battre et tu gagneras, mais si on se bat, il faut que du coup, à chaque fois qu'il y a la moindre question, à chaque fois qu'il y a le moindre dialogue qui se fait avec le client avec l'avocat du client, pardon, pour avancer sur le dossier juridique, il va falloir que moi j'ai des billes euh, euh, pour pouvoir répondre à l'avocat. Et donc du coup, ça veut dire que moi, avocate, je vais te poser des questions à toi pour pouvoir répondre intelligemment quoi, et avoir les bonnes pièces à apporter, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis constamment interrompu dans mon travail pour pouvoir répondre à mon avocate qui a besoin de pouvoir répondre à l'avocate de ma cliente, de mon ex-cliente. Et en fait, j'ai fait un calcul assez rapide. C'est même pas donc l'avocate me coûtait un peu cher. Ce qui me coûtait encore plus cher, c'est mon interruption. Le fait que moi déjà, ça allait me faire chier parce que j'aime pas du tout être pris pour un con et être maltraité alors que j'étais dans mon bon droit. C'est que c'est très désagréable.
Et puis j'allais perdre du temps. Et mon temps, en fait, j'ai une estimation de combien je coûte à la minute, et c'est cher. Et donc du coup, j'ai fini par, malgré elle me doit 2 mois de taf, à mi-temps, mais quand même, ça représente quand même pas mal d'argent. Je me suis assis dessus. Et j'ai pas fait, j'ai pas, enfin, on n'a pas porté ça devant les tribunaux, juste parce que en fait, porter ça devant les tribunaux me coûterait super cher, en temps personnel en fait en particulier. Et donc du coup, j'ai lâché l'affaire. Et donc du coup, les plateformes, par exemple TireEpic, Ouais, on le fait. Même si gèrent ça justement à votre place. Et ça, c'est quand même super pratique. oui. Bon, c'est un peu Euh, un gage de confiance, même si, ouais, comme je disais, même si le client ne nous a pas payé nous depuis 3 mois, du moment que votre CRA il est signé, que vous avez fait votre taf, nous on vous paye à l'heure tout le temps. Et la plupart des plateformes le font, donc même si on prend une petite marge, ça fait quand même un gage de sécurité pour vous. Donc ça peut être vraiment une solution. Après, ouais, je t'ai mis des liens pour Dimple. Avant, c'était Get Moment. C'est une assurance contre les impayés et je crois qu'il y a un système de relance automatique, à voir si ça peut être intéressant pour toi. Et Aria aussi qui font. C'est pas vraiment contre les impayés, mais ça permet un peu de lisser tes revenus et d'avoir des avances. Si ton client t'a pas encore payé ou si il y a 1 ou 2 mois où tu n'as pas de mission, permettre de t'avancer un, un taux vraiment bas. Donc, c'est des solutions que je te donne comme ça, à voir si ça t'intéresse, si ça correspondrait à toi, mais ça peut être un petit peu des billes pour éviter ces petits soucis, quoi. Et après, ouais, faut pas hésiter à relancer les clients par mail, par appel. C'est chiant, mais vous méritez votre argent, donc faut pas hésiter à relancer, quoi. Ouais, faut pas se leurrer. Vous êtes, si ce n'est tout en haut, au moins en train de monter dans la chaîne alimentaire, et donc du coup vous êtes cher, et donc du coup vous allez devenir, vous êtes en train de devenir cher, et donc du coup forcément il y a des gens qui ont envie de pas vous payer parce que ils sont pas contents, parce que c'est pas ce que, en fait, il y a une différence entre ce qu'ils vous demandent et ce qu'ils ont dans la tête. Et donc du coup il y a forcément un moment où ils sont pas contents, et vu la thune que ça représente, ça fait chier quoi. Donc faut les comprendre. Mais en même temps, votre travail mérite salaire, et donc du coup, voilà. Franchement, pour la, euh, ouais, alors il y a Elodie qui dit, c'est de pas se brader. Ouais, Oui. aussi parce que ça attire ce genre de profil. C'est tout à fait possible ça. Alors ouais, juste un truc que j'ai pas dit. Euh, euh, moi, je suis jamais passé par des plateformes jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que je m'étais inscrit en fait juste avant de devenir CTO chez THP. Je m'étais inscrit sur les plateformes. Euh, je l'avais fait parce que j'avais pas envie de me prendre la tête en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir, d'écrire le contrat, de vérifier si le contrat est bien rédigé, s'il est effectivement légal ou pas, de savoir si on va être payé, d'avoir à faire cette maintenance, de vérifier est-ce que j'ai bien été payé, faire la réconciliation des virements, etc. Tous ces trucs-là, en fait, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Ça vous coûte un peu de thunes, mais parce que forcément, ThierryPic va prendre une marge. Mais en même temps, c'est pareil, estimer combien de temps ça vous prend par jour, par mois, par an, pour faire ça, parce qu'il faut faire votre compta, il faut faire tous ces trucs-là. En fait, tout ce que fait ThierryPic à votre place, c'est du temps que vous passeriez à le faire personnellement. Et donc, vous estimez avec votre taux horaire, et vous allez voir que finalement, c'est probablement pas loin d'être rentable. La charge mentale que ça crée est un peu vénère. Voilà. Et moi, Hicham, le truc que je faisais, qu'en fait, que j'ai toujours entendu dire et que j'avais pas fait en l'occurrence pour ma cliente, c'est que au moindre signe de non-paiement, faut s'arrêter tout de suite. Faut pas dire. Moi, ma cliente a été super sympa. On s'entendait super bien, on se comprenait hyper bien. On avait des réunions très agréables où on était tout le temps en phase techniquement, etc. Donc, franchement, j'avais aucun indicateur qui me disait que ça allait mal se passer. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que ça te dérange pas si je te paye un peu plus tard? En fait, j'aurais dû m'arrêter. Et dire bah non, ça me dérange pas, moi je vais, du coup ça me permet de prendre du temps un peu pour moi, de faire autre chose, donc voilà, tu me dis quand tu me payes, et puis moi je reprends le boulot quoi. Faut pas être agressif, faut être totalement transparent et dire bah voilà, tu me payes pas,
je m'arrête. Mais instantanément, faut pas attendre un mois, faut pas dire oui, non mais je te paierai la semaine prochaine. Non, en fait c'est juste, tu me dois l'argent aujourd'hui, tu me payes aujourd'hui, sinon je m'arrête. Et tant qu'il n'y a pas l'argent sur mon compte, je ne bosse pas. Et ça, j'ai plusieurs potes qui me l'ont dit. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Et puis finalement, je me suis fait avoir une fois, c'était la fois de trop. Voilà. Donc, sinon, évidemment, cherry pick. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête. Si la personne ne paye pas, tant que tu m'as pas payé, je continue pas de bosser. Et... En vrai, c'est juste légitime, quoi. Voilà. Yes. Cool. Merci à toi, Hicham. Merci à toi. D'autres questions? D'accord. Pas mal de gens, mais je ne sais pas faire la différence entre les participants qui sont en gris et les participants qui sont en vert. En gris, je pense qu'ils sont déjà partis. Ah oui, d'accord. Ok. Ça va. Ah oui, ça fait 1h40. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là, non? Je ne sais pas. Ce que tu en penses, Tiffany? Ouais, je pense qu'on a répondu à ceux qui avaient des questions un peu plus précises. Et ta présentation était vraiment cool et même si c'était assez concis, je pense que c'était quand même clair et complet. Bon, cool. Nickel. Voilà. S'il y a des gens qui veulent continuer le dialogue, n'hésitez pas sur LinkedIn. Je suis sur des problématiques un peu compliquées en ce moment, donc je répondrai pas tout de suite. Mais je réponds toujours. Je mets parfois un peu de temps, mais je réponds toujours. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions un peu plus larges sur la vie d'indépendant et de freelance, n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Il y a moyen que je puisse vous aider un petit peu. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été là pour ce webinaire. Merci à toi, Guillaume, surtout. Merci. Et, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, bientôt aussi des bonnes fêtes de fin d'année. Ça arrive. Ouais, carrément. Merci à tous et bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Salut.